Dans la production et le design de jeux vidéo, il y a une phrase bien connue qui dit « If it ain't broke, don't fix it ». Si c'est pas cassé, faut pas le réparer. En gros, si ça marche, faut rien changer. Et je me dis que cette phrase, elle a dû traverser quelques fois les esprits de la Team Cherry en bossant sur Silksong. Parce que le moins que l'on puisse dire, c'est que Hollow Knight, c'était pas un jeu cassé. À part quelques micro-détails qui tapent un peu à côté, à mes yeux, on était sur du flawless. Sur le système de combat, de progression, le level design, tout l'habillage visuel et musical, l'exécution était quasi parfaite. Et en plus, il se permettait quelques fulgurances comme la Cité des Larmes ou les Seigneurs Mantes qui sont déjà pour moi des grands moments du jeu vidéo moderne. Et je dis pour moi, mais je crois que ça fait quand même plutôt consensus, c'est ce qui lui donne son statut de chef-d'œuvre, voire même de meilleur Metroidvania ever, et tout ça s'entend assez bien. Mais du coup, comment on fait une suite à ça ? On le sait maintenant, la réponse de la Team Cherry, ça a été de reprendre les grands axes de design de Hollow Knight, tout en faisant des petits changements ici et là pour donner son identité à Silksong. Des changements qui, à la sortie du jeu, n'ont pas vraiment fait l'unanimité et ont peut-être même privé du titre de GOTY, ce jeu qui était le plus attendu depuis plusieurs années. Et maintenant que quelques mois ont passé, qu'on est un peu plus à froid, j'avais justement envie de revenir sur ces petits changements. Parce que moi, Silksong, c'est un jeu qui m'a ensorcelé, vraiment, je l'aime de tout mon cœur, mais difficile de nier l'âpreté de son design et les émotions négatives générées par certains choix de la Team Cherry. Et j'ai eu envie de passer tout ça à la loupe pour essayer d'abord de comprendre ces choix et qu'est-ce qu'ils essayaient de communiquer en les faisant. Qu'est-ce qui est intentionnel, qu'est-ce qui est peut-être un peu moins. Tout ça évidemment de façon subjective et intuitive, mais surtout en essayant de rester nuancé, ce qui n'est pas simple sur l'internet JV des années 2020. Donc voilà, ceci n'est pas une critique, ceci n'est pas un test, ceci est juste un laisser-aller à mon nerd intérieur à une petite analyse du design de Silksong. Si ça vous chauffe, on y va. Alors, petit encadré avant de rentrer dans le vif du sujet. De 1, il y aura des spoilers. Je vais pas forcément tant parler de l'acte 3, mais je vais pas me retenir non plus, et il y aura des images de tout le jeu. Vous êtes prévenus. De 2, pour vous donner les infos, j'ai une save à 97%, il me reste 2 bobines à trouver et le festival des puces à faire, mais j'avoue que ça ne m'amuse vraiment pas, donc flemme. J'ai une autre save où j'ai fini l'acte 1 par l'autre route, et surtout, j'ai refait une grosse partie de Hollow Knight, en gros je me suis arrêté au White Palace. Comme ça, c'est frais dans ma tête et dans mes doigts, je voulais pas faire de comparaison avec des souvenirs. Et de 3, je n'ai pas du tout la prétention de faire une vidéo exhaustive, j'ai juste envie de m'intéresser aux changements qui me paraissent les plus saillants, et on va justement commencer tout de suite en s'intéressant à Hornet. La philosophie avec laquelle la Team Cherry a pensé Hornet me semble assez claire, c'est l'archétype ludique du Glass Cannon, un canon de verre. C'est-à-dire que c'est un personnage très porté sur la vitesse et l'attaque, avec une palette de mouvements hyper riche, mais aussi très fragile. Comparée au Knight, elle peut faire à peu près tout ce qu'il faisait, mais elle peut aussi s'accrocher sur les rebords, courir sur terre et sur les murs, flotter avec grâce, et le lancer d'aiguilles permet de lier ses mouvements et de couvrir de grosses distances. Et tout ça sert aussi sur le plan offensif, on virevolte dans tous les sens et on chasse les ennemis avec les attaques de course, le lancer et les pogos. Bref, Hornet a un potentiel d'agressivité assez monstrueux, sans même parler des emblèmes sur lesquels je reviens juste après. Et dans les doigts, j'ai trouvé que c'était un régal. L'inertie, les animations hyper détaillées, c'est juste trop plaisant d'incarner cette chasseuse. Mais en contrepartie, et c'est ce à quoi correspond le verre du canon, elle est aussi particulièrement vulnérable et peut mourir très très vite. Ouais, on va pas trop tourner autour du pot, je crois que ça a été un des plus gros points de crispation autour du jeu, les doubles dégâts. Il y a beaucoup d'ennemis qui sont capables de nous enlever 2 masques, soit avec des grosses patates, soit avec un enchaînement de coups, ou parfois juste en les effleurant. Et c'est dans tout le jeu, de la première zone après le tuto jusqu'au boss de l'acte 3.
Et en fait, il y avait déjà ça dans Hollow Knight, même dans les routes oubliées, il y a un ennemi qui est capable de faire double dégâts avec sa massue. Mais c'était quand même beaucoup plus occasionnel, et quand il y en avait, c'était surtout concentré dans le dernier tiers du jeu. Et c'est ce qui fait qu'on peut avoir la sensation que Silksong est moins équilibré, que la courbe de progression est un peu aplatie, avec un début particulièrement rude, et une fin qui atteint un bon niveau d'intensité, mais pas forcément plus que le premier. Et honnêtement, j'ai du mal à trouver un contre-argument à tout ça, si ce n'est que le monde est cruel, le monde est méchant. Justification qui va revenir plusieurs fois au sein de cette vidéo. Non, vraiment, en termes de design, c'est un peu étonnant d'avoir voulu casser cette convention, au lieu de faire augmenter les dégâts au fur et à mesure, de les maintenir élevés tout du long. Je comprends que c'est déstabilisé pas mal de personnes. J'en fais un peu partie, et je ne trouve pas que ça apporte grand-chose. C'est toujours intéressant d'essayer de casser des conventions de game design, mais celle-ci, je sais pas trop. Surtout quand on couple ça à un système de soins qui lui aussi est un peu plus tranché. Fondamentalement, on a ce même système qui consiste à devoir frapper les ennemis pour récupérer de quoi se soigner, que ce soit de l'âme ou de la soie. C'est un très bon système qui encourage la prise de risque et rajoute un petit côté gestion de ressources dans les combats, dans la même lignée que ce que proposent les Doom modernes par exemple. Mais Silksong change quelques rouages importants. Là où Hollow Knight permettait de récupérer petit à petit de la vie, avec de base 3 niveaux de remplissage de la jauge d'âme, qu'on pouvait convertir en 3 masques récupérés selon le temps de canalisation, Hornet, elle, ne peut se soigner qu'en ayant rempli toute sa bobine de base et récupère 3 masques d'un coup. Bon, là, c'est deux approches différentes. D'un côté, on a un système avec une certaine granularité, où on peut essayer de grappiller des petits points de vie ou tenter de se soigner plus, et de l'autre, un truc plus radical où il faut réussir plein de frappes pour avoir le droit de se soigner, mais on récupère plus de vie. Et en plus, on peut le faire dans les airs en restant immobile, ce qui nous donne encore plus de timing que dans le premier Hollow Knight où il fallait le faire au sol. Même s'il y a quelques ennemis et patterns qui peuvent punir ça évidemment. Mais c'est quand même un système qui implique de prendre beaucoup plus de risques et qui, de fait, baisse considérablement la survivabilité de Hornet. Et on va prendre un petit exemple théorique pour illustrer tout ça. Mettons que dans les deux jeux, vous êtes dans la même situation. Vous êtes en combat, il vous reste 2 masques et votre jauge de recharge est totalement vide. Dans Hollow Knight, déjà vous n'êtes probablement pas au bord de la mort puisque la plupart des ennemis ne font qu'un dégât. Et quand bien même, il vous suffit de mettre quelques petits coups pour soigner un masque et vous mettre hors de risque de mourir sur le prochain coup. A l'inverse, dans Silksong, non seulement la prochaine erreur est possiblement fatale, puisque beaucoup d'attaques et de contacts enlèvent 2 masques, mais en plus, il va falloir arriver à mettre tous les coups nécessaires pour charger la bobine, et rester à un coup de mourir pendant une plus longue durée. Mais peut-être que dans quelques secondes, vous êtes full life. Et c'est ça qui fait que j'aime trop le design, c'est quelques petits réglages qui donnent un feeling totalement différent. Dans Silksong, on a vraiment des pics d'intensité où on passe des portes de la mort à « ça y est, je suis de retour dans le match ». Et c'est intéressant ça comme émotion, mais ça fait quand même de Silksong un jeu bien plus punitif. D'ailleurs, si jamais tu te fais toucher pendant que tu es en train de te soigner, alors là c'est merci, au revoir, très difficile de faire un comeback après ça. Donc voilà, un choix de design que je trouve intéressant, mais qui est vraiment à double tranchant et quand même assez sévère. L'autre gros changement concernant Hornet, ce sont les emblèmes, un système tout beau tout neuf qu'on découvre au cours du jeu. Il y en a 7, avec leur nom, leur petit design, très cool au passage, à mon avis ça va finir en tatou chez plein de fans, et leur spécificité. On commence avec celui du chasseur, et on peut trouver les autres en progressant, à condition de bien tout fouiller. Ces emblèmes ont un impact énorme puisqu'ils dictent le nombre d'outils spécifiques qu'on peut équiper, mais surtout, ils modifient de manière significative le moveset de Hornet. Chaque emblème a ses coups, vers le haut, les côtés, avec la course et évidemment le pogo. Et ça se combine avec des capacités passives plus ou moins radicales quand on active le soin, comme créer des petites boules de soie à récupérer pour recharger sa bobine plus vite avec le faucheur, ou passer en mode bête et devoir frapper les ennemis pour récupérer des masques et potentiellement en récupérer encore plus. Toujours plus de risques. Bon, là encore, on est sur un choix de design intéressant, mais aussi à double tranchant. Dans l'idée, je trouve ça très stylé, c'est assez rare d'avoir ce genre de choses dans des Metroidvania, et ça donne une toute autre dimension au build du personnage. Ça change notre façon de jouer, de bouger, d'attaquer, de se soigner, et ça nous encourage à appliquer des modificateurs selon les situations, qu'on soit sur de la plateforme ou des combats, ou même selon les patterns de certains boss.
Mais forcément, c'est une grosse dose de complexité supplémentaire parce que ça demande de se familiariser avec des movesets différents. Faut prendre le temps de les essayer, de les comprendre et que ça rentre dans les doigts. Et si jamais on alterne entre les emblèmes, ce que le jeu encourage par son interface et ses situations, ça demande beaucoup plus de taf cognitif que de faire tout le jeu avec un seul moveset. Genre moi j'adore la sorcière, mais bon, je fais quand même quelques fails de soins à chaque fois que je le prends avant de me mettre dans le bon mood offensif. Donc encore une fois, la Team Cherry fait un choix qui demande plus de malléabilité et de skills de la part de la personne qui joue. Par contre, il y a un truc que j'ai du mal à comprendre, c'est commencer avec le chasseur et son pogo en diagonale. Factuellement, c'est un des pogos les plus difficiles du jeu avec celui de la bête. Bon, déjà, moi je le rate régulièrement parce que c'est une diagonale et du coup mon cerveau a envie de faire une diagonale avec le stick, mais c'est vers le bas et donc ça ne marche pas et je crois que je suis pas le seul. Mais surtout, ça demande de se projeter dans l'espace pendant qu'on est en train de faire un saut pour viser et ça demande un gros effort cognitif supplémentaire. Et en termes de game design, je trouve que c'est un peu absurde que ce soit celui de base. Surtout que quand on commence le jeu, on sait pas qu'il y en a d'autres. Moi je me suis dit, bon bah c'est raid, mais c'est comme ça, c'est Hornet. Et après, je tombe sur le faucheur qui a juste le pogo le plus simple de tout le jeu, et j'étais en mode, mais pourquoi ? Et la réponse, c'est sûrement que cette diagonale, c'était le move historique dans le premier combat contre Hornet dans Hollow Knight, mais quand même, je crois que ça a perturbé pas mal de monde. Et petite parenthèse, depuis quelques temps je fais un peu de consulting game design sur le côté, avec des équipes indé notamment, et en jouant à Silksong, je me suis dit que ça sentait un peu le jeu qui n'avait eu pas trop de playtest ou de mock review. Et effectivement, quand on regarde les crédits, on voit qu'il y a très peu de personnes qui sont intervenues notamment à ce niveau-là, il y a même un des playtesters qui était le chargé de marketing du jeu. Donc bon, j'ai l'impression que c'est un jeu qui a été pas mal fait en vase clos, et je comprends pourquoi, évidemment, avec toute la hype autour du jeu, mais sur ce genre de choix, je trouve que ça se sent un peu. Petit changement aussi sur les outils, qui sont clairement l'équivalent des charmes du premier jeu, et qui, cette fois, s'épinglent sur les emblèmes via des emplacements limités en fonction du type d'outil. On a 4 types de choses qu'on peut épingler. Les sorts blancs, il y en a 6 dans le jeu, les outils rouges, qui sont des armes, les bleus, qui sont des soutiens pour le combat, et les jaunes, qui sont moins nombreux, plutôt liés à l'exploration ou des modificateurs plus spécifiques. On a donc une refonte du système, et il y a quelques petits points intéressants à noter pour moi. Déjà, on sent l'envie d'appuyer plus formellement l'idée qu'il faut faire un build, avec cette catégorisation qui force à chercher des complémentarités entre les différents types d'outils. C'est plus cadré, plus réglementé, et ça marche plutôt bien pour trouver des builds équilibrés. Mais ça enlève la liberté qu'on avait dans le premier, de faire notre petite sauce comme on voulait, en faisant simplement attention au nombre de nœuds que prenait chaque charme. Donc bon, les deux ont leurs avantages et leurs faiblesses, à voir ce qu'on préfère. Et petite note sur les sorts, qui sont très cool au demeurant, mais à part l'emblème du chaman qui est fait pour ça, on ne peut en équiper qu'un seul à la fois, là où les 3 du premier s'intégraient au moveset de base du Knight. Là aussi, je pense que c'est pour favoriser des builds bien réfléchis, mais ça peut frustrer de pas tous les avoir disponibles. Et puis il y a les armes qui sont la grosse nouveauté, et qui viennent d'ailleurs remplacer les sorts dans le schéma de contrôle avec gâchette plus haut et gâchette plus bas. La Team Cherry s'est vraiment fait plaisir là-dessus, il y a beaucoup d'armes, pour la plupart très chouettes à utiliser, et qui ouvrent d'autant plus la palette de mouvements offensifs de Hornet. Mais ça fait encore plus de complexité à gérer, penser à les utiliser au bon moment, savoir quand les placer, lesquels sont les plus adaptés à quels ennemis, bref, ça ajoute encore une charge cognitive supplémentaire qu'on n'avait pas du tout en jouant le Knight. C'est d'ailleurs pour ça que les mouches mécaniques, tout le monde les kiffe, c'est fort et elles font le taf toutes seules. Et puis il y a le fameux coût de fabrication en fragments des outils, et ça, malheureusement, je trouve que c'est une contrainte qui n'apporte rien de très positif. Limite, ça freine l'utilisation des outils contre les boss, ou alors faut les farmer, et je trouve que ça va pas trop dans le sens du reste du jeu. Et la preuve, c'est que contre les 4 boss des rêves, on peut les utiliser en illimité, et c'est très bien comme ça. Je pense que ça aurait été bien plus logique de les faire se remplir au repos et basta, pas besoin de faire une économie parallèle pour ça. C'est comme dans Bloodborne avec les fioles de sang, faut les farmer, et c'est juste moins bien que les fioles d'Estus qui se rechargent au feu de camp. C'est mon jeu préféré, mais faut admettre la vérité. Et sinon, sur les autres outils, je n'ai pas trop de remarques, il y a des combinaisons très cool comme dans le 1, ça apporte des styles de jeu différents, on a envie de tout essayer, ça marche super bien.
je m'attarderai simplement quelques secondes sur un de ces outils, les dés. Qu'est-ce que je les aime? Vraiment, quelle merveilleuse idée! Concrètement, les dés sont un outil jaune dont l'effet est d'annuler aléatoirement une prise de dégâts avec une probabilité qui augmente plus on prend des coups et la proba repart à 0 après activation. Bon, ça paraît pas beaucoup comme ça ces petits pourcentages, mais dans Silksong, les combats sont longs, on prend beaucoup de dégâts et je ne compte déjà plus le nombre de fois où j'ai vu la magie opérer. Sans parler du petit feedback incroyable, on dirait un bouchon de champagne. Et je trouve ça hyper malin d'avoir intégré un soupçon d'aléatoire dans un jeu d'action aussi précis. Parce que comme l'effet est seulement positif, soit ça ne fait rien, soit c'est la surprise, ça crée systématiquement un pic de dopamine. J'ai des combats où ils sont activés 3 fois, c'était la fête. Et ça me fait penser qu'il y avait un truc comme ça dans Into the Breach pour protéger les bâtiments, là aussi avec de l'aléatoire positif, et vraiment je trouve que c'est du très beau game design. Et en plus, c'est un outil défensif qui facilite un peu le jeu, et cumulé avec Masque Fissuré, je trouve que c'est un bon compromis pour compenser cette fameuse survivabilité bien fragile de Hornet. Mais il faut les trouver, ces petits outils, parce que moi, je suis allé assez loin dans ma première run sans savoir qu'ils existaient. C'est seulement quand j'ai commencé à chasser les pourcentages que je les ai vus. Et ça nous fait une parfaite transition pour aborder la partie plus structurelle du jeu, qui elle aussi est remplie de choix intéressants, mais un peu piquants. Commençons par la structure générale du monde de Silksong, qui impressionne pour 2 raisons, sa taille et son ouverture. Le monde de Hollow Knight était déjà franchement vaste, à l'époque c'était tout en haut des standards du Metroidvania 2D, mais cette deuxième map est vraiment massive. Pour un jeu indé d'une petite équipe, c'est colossal, mais en même temps, c'est pas tous les jeux indés d'une petite équipe qui profitent de 7 ans de développement en budget illimité. Et puis surtout, c'est un jeu très ouvert, dans le sens où il y a beaucoup de contenu optionnel si on se contente de la première fin, et puis des zones qu'on peut faire dans un ordre très différent, sans faire de séquences breaking ou des techniques de speedrunners. Le tout début de l'acte 1 est très cadré, mais après ça s'ouvre très vite. Déjà, il y a la désormais fameuse marche du chasseur, qui est 100% optionnelle à ce moment, même si on le devine pas forcément, et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont souffert plus que nécessaire là-dedans, j'en fais partie. Et après ça s'ouvre considérablement. Il y a moyen d'aller à la citadelle sans passer par la juge, ce que je trouve très cool. Et puis après, l'acte 2, ça part dans tous les sens. Une fois qu'on a le lancer d'aiguille, on peut passer des heures sans mettre un seul pied à la citadelle, alors que c'est là que sont tous les éléments critiques pour atteindre la première fin du jeu. Et ça, c'est une façon de faire du Metroidvania que j'aime beaucoup personnellement. On est sur le côté très libre, très ouvert du spectre, et c'est pas tous les jeux du genre qui arrivent à proposer ça. Hollow Knight était déjà très bien là-dessus, mais là, on est à un autre niveau. Puisqu'on est dans la comparaison directe, je pense que niveau DA, Silksong a peut-être un peu de mal à marcher dans l'ombre de son grand frère, et j'ai l'impression qu'il y a un consensus pour dire qu'il y avait plus de zones marquantes, au moins sur le plan visuel, dans le premier. En même temps, c'est toujours plus dur de passer en deuxième sans l'originalité qui aide. Par contre, moi j'ai beaucoup aimé le travail sur le level design pour donner aux différentes zones leur identité ludique. Déjà très grossièrement, sur la verticalité, les tracés généraux, on n'a pas du tout le même feeling en passant du bloc au Montfeuille ou des terres lointaines où il y a beaucoup d'espace aux couloirs étriqués et pointus de la marche du chasseur. Et puis il y a toutes les spécificités mécaniques, le froid au Montfeuille, le marais de Bilsac, le vent, les coraux, les engrenages du noyau mécanique, rien de particulièrement original en soi, c'est même assez référencé en vrai, mais il me semble qu'il y a plus de diversité que dans le premier. Et puis si on zoome dans le level design au niveau micro, il y a une minutie qui est quand même assez exceptionnelle. L'année d'avant, on avait eu Animal Well, qui est aussi pas mal dans ce délire-là, mais là, on est sur une toute autre échelle. Je pense que là où ça se voit le plus, c'est dans toute la citadelle et ses différents quartiers. La quantité de raccourcis, de chemins dérobés qui passent par la tuyauterie, les interconnexions, le placement des ascenseurs, franchement, c'est de l'orfèvrerie à mes yeux, et la Team Cherry a fait honneur à toute cette zone, c'est un peu leur lane d'elle, et c'est un très beau compliment dans ma bouche. Et puis j'ai envie de mettre un peu d'amour sur quelques séquences déjà iconiques pour moi, la prison en mode Samus sans armure, tout le Montfeuille en mode céleste, la descente et la remontée des abysses. Il y a une sorte de charisme vidéoludique fou qui émane de ce jeu et j'y suis très sensible.
Bon, par contre, il y a deux petits points sur lesquels je suis un peu plus mitigé. Déjà, la prévalence des combats. Hollow Knight, c'était déjà un Metroidvania très porté sur les affrontements, mais là, c'est encore plus présent. Il y a beaucoup de boss et surtout beaucoup d'arènes. Sur les boss, je trouve qu'ils ont carrément réussi à se hisser au niveau du premier. Les danseurs mécaniques, le péché originel, Scarmelita, il y a du très haut niveau et ces personnes savent définitivement faire des duels magnifiques. Par contre, impossible de passer outre les quelques énormes runbacks du jeu pour la juge ou pour Grawl par exemple. Je pense que collectivement, on est d'accord que ça n'apporte pas grand chose. C'est un reliquat du design traditionnel des Souls, et si From Software s'en est passé sur Elden Ring, la Team Cherry aurait pu faire de même sur Silksong. Et sur les arènes, je me demande là aussi s'ils n'ont pas eu la main un peu lourde. Non seulement on en voit de partout, parfois plusieurs fois par zone, mais certains de ces affrontements ont tendance à s'éterniser avec bien plus de vagues que dans le premier. Je crois qu'on est nombreux et nombreuses à avoir perdu quelques points de santé mentale sur celui-ci, qui m'a paru particulièrement éprouvant et lourd en termes de rythme. Je pense qu'il y a aussi la surprise qui joue, de tomber sur une épreuve du Colisée des Fous sans avoir donné son consentement, mais c'est quand même violent. Surtout que par rapport au boss, ces combats sont un peu plus chaotiques, il y a beaucoup de patterns qui s'entremêlent, et c'est difficile à gérer sur des durées aussi longues. Et celui-ci n'est pas du tout optionnel. Et on peut s'y casser les dents très longtemps, même si, en fait, on peut faire quasiment tout l'acte 2 avant de s'y frotter. Mais faut le comprendre ou le savoir. Et ça rejoint mon deuxième point, c'est que Silksong est aussi un jeu qui abuse de passages secrets à base de murs à casser ou de chemins planqués dans des parois. On avait déjà beaucoup ça dans le premier, mais là, il faut tout le temps être attentif pour trouver des zones entières ou des outils planqués comme ça, genre le masque fissuré par exemple. Et oui, je sais, ça fait partie de la philosophie du jeu. C'est de l'exploration, faut fouiller partout, être attentif, c'est un skill que Silksong demande autant que d'être bon en combat. Mais contrairement au combat, on peut quand même louper beaucoup de choses si on n'est pas hyper rigoureux, et de fait, se trimballer une espèce de retard de puissance et de possibilités de survie qui rendront les pics de difficulté encore plus ardus. Et moi, ce skill de fouiller, c'est pas forcément mon fort, et j'ai loupé plein de trucs qui auraient pu vraiment me faciliter la vie à certains endroits. Et dans ma deuxième run, c'était très différent puisque je savais où étaient les choses, et c'était très cool. Mais quand on découvre, c'est encore un point qui s'ajoute à la sévérité générale du jeu. Ça demande de l'engagement, de la rigueur, du sérieux presque, et c'est pas tout le monde qui peut donner ça à un jeu vidéo. Même quand on a fait le premier Hollow Knight, qui me paraît beaucoup plus abordable à ce niveau. Enfin, je voudrais terminer sur l'austérité économique du jeu. C'est quelque chose qui a beaucoup fait parler. Le prix des bancs, du métro, pour rentrer dans le repos du pèlerin, la taxe de 25% sur la fabrication d'un chapelet, le troll de la confession, Silksong est un jeu où on nous ponctionne très régulièrement nos thunes. Et bon, après avoir rejoué à Hollow Knight entre-temps, en fait c'était déjà comme ça. Il y avait peut-être moins de choses différentes à payer, mais les bancs, les cartes, les stations, c'était là, et certains coûtent même bien plus que ceux de Silksong. Sachant qu'en plus, la Team Cherry a encore baissé les prix depuis la sortie via des patchs. Le problème, c'est qu'on gagne beaucoup moins de perles dans Silksong qu'on gagnait de Géo dans Hollow Knight. Déjà, là, il y a plein d'ennemis qui ne donnent tout simplement pas de perles, alors que dans le premier, des ennemis qui ne donnaient pas de Géo, c'était assez exceptionnel. Mais surtout, les boss de Silksong ne donnent que dalle, alors que dans le premier, il y en a plein où c'est la grosse razzia. Et du coup, on est tout le temps en hess dans ce jeu. Mais bon, ça c'est clairement intentionnel, parce que ça rejoint très fortement le lore du jeu. Silksong nous raconte encore une de ces histoires où des riches ont voulu tout garder pour eux et ont mis en place un régime autoritaire et pseudo-libéral en faisant miroiter l'ascension sociale par la dévotion et le travail, alors que tout le système est structuré pour que ce soit quasi impossible. C'est donc logique que les insectes littéralement en bas de l'échelle sociale n'aient pas de perles sur eux et que tous les services du royaume soient utilisables seulement par ceux qui en ont les moyens. Et qu'on ne croule pas sous les perles, en tout cas avant d'avoir mis sur des pics toutes les têtes des puissants. Faut-il tirer une leçon de tout ça ? Je ne sais pas. Mais ça se tient, c'est du narrative design par de l'économie design, le monde est cruel, le monde est méchant, vous connaissez. Par contre, cette austérité, elle s'étend aussi à des choses un peu plus diffuses. Je parlais des boss, et en fait, c'est pas seulement qu'ils ne donnent pas de perles, mais aussi bien souvent, il n'y a même pas de récompense derrière, si ce n'est de pouvoir passer. L'Ace, la 4ème chorale, la juge et plein d'autres, en vrai c'est juste « bravo, tu peux continuer ta route ».
Et quand il y a une petite récompense, genre un outil ou un sort, et ben malheureusement c'est souvent un truc dont tu vas pas te servir dans ton build. Et ça donne ce sentiment de surmonter l'adversité pour pas grand chose. Parce que même dans un jeu comme Elden Ring, il y a des boss qui donnent des objets qui ne correspondent pas à notre build, mais il y a aussi des runes, et du coup de quoi monter des niveaux et se sentir plus puissant. Là, dans Silksong, tu peux galérer 1 heure sur un boss qui ne te donnera rien de significatif pour progresser. Et je comprends bien que c'est cette approche du design où la récompense c'est le challenge en soi, c'est le plaisir intrinsèque de l'accomplissement, ok. Mais je pense que ça peut saper la motivation de beaucoup de gens, et à mon sens, c'est aussi ce genre de détail qui a fait que le jeu a été reçu avec quelques grincements de dents. Bon, j'avais prévenu que je ne serais pas exhaustif, je pourrais parler encore des heures de ce jeu. Mais je crois avoir pu aborder la plupart des changements qu'ont opéré la Team Cherry sur cette suite pour qu'elle se démarque subtilement du premier. Et c'est pas facile de faire le tri, mais de tous ces changements, je crois qu'on peut quand même tirer les intentions primaires de l'équipe. Déjà, moi j'ai le sentiment d'une envie d'offrir beaucoup après toutes ces années d'attente. La taille de la map, toutes les zones différentes, les movesets avec les emblèmes, les armes, les boss, les arènes, les idées mécaniques pour renouveler la plateforme, tout l'acte 3 qui transforme le monde et rajoute des couches de détails partout. Silksong est un jeu vraiment généreux, et évidemment c'est grâce aux conditions matérielles exceptionnelles dans lesquelles il a été développé, mais quand même ils ont mis le paquet. Ensuite, je pense que c'est un jeu qui valorise l'autonomie et la curiosité. C'est un Metroidvania dense, mais aussi très libre, et on peut faire notre aventure un peu à la carte, dans l'exploration comme dans le build de notre personnage, en adoptant le ou les styles de jeu qui nous plaisent le plus. On peut choisir et expérimenter, s'exprimer via toute la palette de mouvements de Hornet, et je pense que ça faisait partie des maîtres mots pour la direction générale du jeu. Et moi, le feeling que tout ça m'évoque, c'est la chasse quoi. A hunter must hunt. C'est un jeu qui nous donne plein d'outils pour devenir un prédateur ou une prédatrice. Une prédatrice certes fragile, mais c'est le feeling que ça m'évoque. Sachant que Hornet est une tisserande, une araignée, et que c'est ça sa nature profonde. Et je crois que le jeu arrive vachement bien à retranscrire ça à travers ses mécaniques. Mais avant de pouvoir toucher du doigt cette sensation, il faut accepter et surmonter une franche hostilité, clairement intentionnelle, mais aussi, je le crois, pas toujours maîtrisée. Silksong est un jeu qui nous malmène constamment et reste toujours sur cette tonalité menaçante. Hollow Knight n'était pas un jeu facile, on sentait qu'on n'était pas les bienvenus à Nid Profond, dans les voies d'eau royale ou dans les jardins de l'arène, mais il offrait à mon sens beaucoup plus de respiration, avec des moments plus légers ou bucoliques. Dans Silksong, c'est partout, des pics, du poison, des vers de terre et des pièges qui tiennent plus du troll que d'autres choses. On flirte souvent avec la limite entre l'espièglerie et la méchanceté, et parfois, je crois que la Team Cherry tombe du second côté. Et quand on regarde tous ces choix radicaux, sur les risques à prendre pour se soigner, sur la complexité des outils à utiliser, sur les trucs cachés et les récompenses bien maigres par rapport aux challenges présentés, on met des épines dans les pieds d'une bonne partie du public potentiel de Hollow Knight. Et que ça fasse trop mal, ça ne m'étonne pas du tout. En fait, je pense que Hollow Knight est un jeu qui a touché un public massif, bien plus que ce que la Team Cherry ou n'importe qui d'autre aurait pu imaginer. En vrai, c'est un peu anormal qu'un Metroidvania 2D avec un soupçon de Souls soit aussi populaire. Habituellement, c'est pas un genre aussi fédérateur, mais voilà, là il y a eu un truc cosmique qui s'est passé. Et des personnes très différentes ont accroché à ce jeu pour des raisons différentes. Et je crois que la Team Cherry n'a pas cherché à satisfaire tous ses publics en bossant sur cette suite. Ils se sont focalisés sur une certaine portion, celles et ceux qui avaient notamment accroché pour le challenge. Il y a une timeline parallèle où la suite de Hollow Knight est en fait beaucoup plus chill, beaucoup plus accueillante, et ça a touché un public encore plus large. Et où les trucs hardcore sont vraiment optionnels pour les complétionnistes. Mais ça n'aurait peut-être pas plu à tout le monde. C'est ça le design, c'est des choix, et la Team Cherry a fait celui de l'hostilité. Et j'en reviens à ce que je disais en intro sur ce fameux « If it ain't broke, don't fix it ». Je pense que faire mieux que Hollow Knight, c'était mission impossible. Et pour faire une suite digne d'exister par elle-même, il a fallu se risquer à changer des choses, quitte à créer des déséquilibres et des frictions. Et qu'on y soit sensible ou pas, on ne peut nier que Silksong a osé prendre une telle direction.
Et pour ma part, j'y ai été très sensible. Je crois que cette hostilité, elle m'a pas mal déstabilisé et même frustré par moments, mais derrière, je me suis fait encore plus attraper par l'univers et l'intensité du jeu. Et je pense que ça fait bien 15 ans que j'avais pas été en mode quasi complétionniste comme ça. Et puis, mine de rien, quand on est passionné de design, tous ces choix très tranchés, je trouve que ça interpelle. Moi, ça m'a vraiment fait boucler là-dessus, et je pense que ça a beaucoup participé à mon appréciation du jeu. Et cette vidéo était clairement un moyen de mettre tout ça à plat. Et il ne me reste donc plus qu'une seule chose à dire maintenant, à quand la suite? Et pas juste le DLC, hein. Merci d'avoir suivi cet épisode, je vous rappelle que vous pouvez nous soutenir sur Tipeee, Patreon ou Ko-fi. On a plein de petits sujets coolos à vous partager cette année, notamment en essayant de creuser les dernières tendances, surtout dans le monde indé, donc si ça vous parle, n'hésitez pas à nous lâcher une petite pièce pour nous aider à produire tout ça. On se retrouve donc très bientôt, prenez soin de vous et cœur sur vos aiguilles.